Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, achatpublic.com a été créé en 2023 et c'est une entreprise composée d'experts en marché public, leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Donc, c'est notamment la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et ce sont donc des formations au marché public, destinées à la fois aux acheteurs, bien sûr, mais aussi aux entreprises soumissionnaires que vous êtes aujourd'hui en majorité. Et donc, en 2023, ce sont plus de 50 programmes et 600 sessions qui ont été programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi des sessions en classe virtuelle et qui sont bien sûr déclinables en intra dans vos locaux des 4 personnes intéressées. Donc, autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous trouverez notamment des formations pour optimiser vos réponses aux appels d'offres grâce à votre politique RSE, mais aussi la formation Convaincre l'acheteur grâce aux mémoires techniques. Et enfin, je ne l'ai pas précisé ici, mais notre parcours Devenir expert marché public qui rencontre un vrai succès. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toute notre offre sur notre site formation achatpublic.com. Et sachez surtout que d'ici la fin de l'année, vous avez une réduction de 25% pour toute inscription sur une session 2023, donc jusqu'au 20-21 décembre, je crois qu'il y a des dates, et notamment la formation Optimiser vos réponses grâce à notre politique RSE, qui, elle, se tiendra pour sa dernière session 2023 le 7 décembre prochain. Nous sommes donc ce matin en compagnie de Benjamin Boiton du cabinet Adaltis. Donc, le cabinet Adaltis, c'est un cabinet qui est spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à Lyon et à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, ainsi qu'en Chine, Pékin et Shanghai. Je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas donc tout au long de son intervention à poser des questions et je lui relayerai en fonction des questions, soit au fil de l'eau, soit en fin d'exposé. Et puis sachez qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien le remplir, cela nous aide à nous améliorer continuellement dans les webinaires que nous vous proposons. Je vous laisse la parole, Maître Boiton. Bon webinaire à tous et je vous retrouve à la fin. Merci, à tout à l'heure. Merci Laurence, merci pour votre accueil. Bienvenue à tous dans ce webinaire. Un petit mot de présentation de notre cabinet. Merci Laurence d'avoir expliqué nos différentes implantations en France. On vous accompagne effectivement sur toutes les problématiques de droit public des affaires et en particulier pour ce qui est de mon équipe, et puisque je vais intervenir ce matin à vos côtés. J'interviens sur toutes les problématiques de contrat public, de domanialité publique, de droit public économique plus généralement et d'économie mixte, et dans des secteurs d'activité qui sont assez variés, mais qui sont finalement assez classiques pour vous qui êtes à la fois entreprise et personnes publiques. J'ai vu que parmi les personnes présentes ce matin, on a des CCI, on a des métropoles, on a des communes, des communautés de communes, et on intervient sur tous les secteurs d'activité du droit public, en construction, pour les ports, pour les aéroports, en transport public, sur les secteurs de l'énergie évidemment. Le sujet qui nous intéresse ce matin, il est extrêmement intéressant, il est évidemment d'actualité, on y reviendra tout au long de cette formation. Je ne vais pas vous présenter ce qu'est la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. On va simplement balayer dans un premier temps les grands principes et les grandes définitions pour connaître le cadre dans lequel on intervient. Ce qui nous intéresse vraiment, et je le dis parce que je suis spécialiste du droit en conseil et en contentieux, donc le contentieux nous sert pour mesurer les risques dans la rédaction des contrats et notamment des marchés publics. L'idée de ce matin, c'est de vous expliquer le lien entre la RSE et la prise en compte de la RSE par les acteurs publics, notamment dans la passation de leurs contrats, de leurs marchés publics. Donc ce sera le deuxième temps de la session, RSE, rôle de la commande publique. Et puis le cœur de cette session, ce sera la façon dont le critère RSE est intégré dans les appels d'offres. Vous verrez que la responsabilité sociétale des entreprises
va progressivement être intégré dans les appels d'offres, au stade de la définition des besoins, dans l'exécution du contrat. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est plutôt le critère de sélection des offres et de voir dans quelle mesure l'acheteur public peut, doit intégrer de tels critères et surtout, et ce sera la fin de notre session, comment vous, entreprise, vous devez valoriser votre réponse pour répondre au mieux à ce critère RSE et faire en sorte que vous bénéficiez d'un maximum de points. L'idée, évidemment, étant que vous ne soyez pas pénalisé, mais que, au contraire, vous puissiez engendrer un maximum de points pour essayer de remporter le contrat et être attributaire. Premier point, les grandes lignes de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Je donne une définition qui a été rédigée par la Commission européenne qui définit la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Certains d'entre vous sont des spécialistes de la RSE. Vous êtes chef projet en charge du développement de la RSE de vos entreprises ou vous êtes en charge du côté de la personne publique de développer les pratiques RSE dans les achats de votre collectivité ou de votre entité. Vous savez donc que vous allez axer vos travaux sur deux grandes préoccupations qui sont surlignées ici, les préoccupations sociales d'une part, les préoccupations environnementales d'autre part. Un point qui est important à souligner, c'est la façon dont vous allez les traiter. On vise ici non seulement les activités de l'entreprise à l'interne, c'est-à-dire les relations qui existent au sein de votre société, de votre organisme, mais on doit prendre en compte nécessairement les relations que vous avez à l'externe. C'est pour ça qu'on vise dans cette définition les relations avec les parties prenantes. Vous êtes fournisseur d'un produit, vous devez livrer des solutions d'impression à une personne publique, nécessairement, vous avez des contrats de transport avec des livreurs, vous avez des contrats d'achat et avec des fournisseurs. Vous devez, si vous intégrez une politique RSE, vous devez vous intéresser à la façon dont les enjeux sociaux et environnementaux sont intégrés par ces tiers à votre entreprise. C'est là que ça prend tout son sens. Pour le dire un petit peu plus clairement et pour aller droit au but, les enjeux du développement durable appliqués aux entreprises, c'est ça la RSE. Souvent on se dit, c'est quoi le développement durable? C'est quoi la RSE? En réalité, les enjeux du développement durable sont les enjeux généraux qui se posent à la société et dès lors qu'on les applique aux entreprises, on parle de RSE. Et une entreprise qui pratique la RSE, si on veut se résumer, c'est celle qui va chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Évidemment, vous avez dans l'objet de vos sociétés la recherche d'un bénéfice. Mais au-delà de la recherche d'un bénéfice, on va vous demander de réfléchir à savoir pourquoi votre société fait sens et pourquoi vous cherchez à avoir un impact positif sur la société. Alors plus concrètement, il existe, vous en avez peut-être entendu, en tout cas pour ceux qui sont habitués à la pratique de la RSE, une norme ISO 26000 qui est un standard international qui définit le périmètre de la RSE autour de 7 thématiques centrales. Cette thématique centrale, c'est un tout autour de l'organisation de votre société. Donc vous avez évidemment la gouvernance qui est le maillon central. Sans la direction, sans la relation entre la direction de l'entreprise, les salariés et toutes les entités qui composent votre organisation, vous ne pouvez pas gérer la politique RSE. La politique RSE, ce sont des démarches en matière de droits de l'homme, en matière de relations et de conditions de travail, en matière d'impact sur l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs ou encore les communautés et le développement local. Tous ces sujets-là vont faire en sorte que votre entreprise sera amenée à prendre en considération des éléments qui vont progressivement lui donner une certaine valeur, une certaine recherche de sens et puis surtout des mesures concrètes euh, dans votre entreprise. L'une des questions qui est généralement posée, c'est pour qui?
Pour quelles entreprises? Il y a dans l'assistance aujourd'hui des très petites entreprises. Il y a des moyennes entreprises, il y a des très grandes entreprises. Vous êtes tous concernés. La plus petite entreprise est concernée par la RSE. Quelle que soit donc sa taille, quelle que soit son activité, votre société, ce n'est pas que la recherche de profit. Et désormais, depuis la loi Pacte de 2019, l'objet de votre société doit intégrer, donc dans l'intérêt social, vous devez prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, de votre activité. C'est pas moi qui le dis, désormais, c'est l'article 1833 du Code civil. Donc l'objet de la société, ce n'est plus que rechercher du profit. C'est également gérer votre entreprise dans son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Voilà pour les grandes lignes de la responsabilité sociale des entreprises, mais je ne m'y attarde pas, ce n'est pas l'enjeu de ce webinaire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire le lien entre ces politiques générales d'entreprise et la commande publique. En quoi la commande publique peut-elle jouer un rôle dans l'essor du développement durable? Des chiffres d'abord. L'Observatoire économique de la commande publique nous dit qu'en 2001, on a 186 000 marchés publics qui ont été signés pour un montant total de 128 milliards d'euros. Contrat de fourniture, 32% du montant, contrat de travaux, 29% du montant, contrat de service, 39%. Vous voyez que c'est à peu près à part égale et que donc tous les secteurs d'activité et toutes les natures de prestations, travaux, fournitures, services, sont concernés par ces marchés. La part des PME, presque 60% du total en nombre, 30% en montant. Ce que je veux vous faire prendre conscience à travers ces quelques chiffres, c'est que l'achat public représente un vrai levier de transformation de la société. Il y a quand même un petit paradoxe, c'est que depuis longtemps, les règles de la commande publique sont gouvernées par des principes tirés des grands principes européens, que sont notamment la libre concurrence et le libre-échange. La commande publique est mise en œuvre par les acheteurs publics, vous le savez par cœur si vous êtes acheteur depuis bien longtemps, doit respecter trois grands principes: libre accès des entreprises à la commande publique, égalité de traitement, transparence des procédures. Ça veut dire quoi? Libre accès, ça veut dire que toutes les entreprises normalement qualifiées pour répondre aux prestations demandées doivent pouvoir se porter candidate à l'attribution d'un marché. Il faut une publicité suffisante. Il faut ouvrir la publicité au maximum pour que toutes les entreprises, y compris les petites, puissent répondre. Le libre accès, c'est faire en sorte que les critères de sélection ne soient pas discriminatoires au sens du droit de l'Union européenne, comme peuvent l'être une préférence locale ou nationale. On y reviendra un petit peu plus loin. L'égalité de traitement, c'est de faire en sorte que tous les candidats à un marché soient traités sur un strict pied d'égalité. Vous ne pouvez pas, on flirte avec les idées de favoritisme en droit pénal, ici c'est vous ne pouvez pas évidemment favoriser une entreprise par rapport à une autre, mettre en avant une entreprise par rapport à une autre dans le cadre de votre processus de sélection. Et puis enfin, la transparence des procédures, ça implique que toutes les personnes intéressées puissent vérifier tout au long de la procédure que l'acheteur a bien appliqué les mêmes règles pour sélectionner la même offre parmi tous les candidats. Ça, ce sont les principes cardinaux qu'on a toujours connus et qui montrent que la commande publique a toujours été appréciée sous le prisme du droit de la concurrence. Petit à petit, et vous en avez bien conscience puisque vous êtes présent aujourd'hui, cette vision-là de la commande publique a été questionnée par la montée en puissance des considérations environnementales et sociales. Depuis la loi climat et résilience, pardon, il y a une petite coquille, du 22 août 2021, on a un nouveau principe qui est dégagé. Il y a non seulement les trois principes que je viens de dire et qui sont énumérés à l'article L3 du Code de la commande publique, mais on a désormais un nouveau principe de rang législatif. C'est la preuve de l'importance de ce principe. Article L3.1, la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales dans les conditions définies par le présent code.
Vous allez me dire que il a fallu beaucoup de temps. 2021, c'est quand même très récent pour que le Code de la commande publique intègre ces considérations-là et les place au rang législatif. Oui, il a fallu du temps, mais heureusement, des décisions avaient déjà anticipé les choses, des plans, des circulaires, des instructions et puis tout simplement la pratique de certains acheteurs avaient anticipé. Et c'est un tout qui a poussé et qui a fait que le législateur est intervenu pour modifier la règle. En pratique, cette prise en considération des éléments de développement durable dans la commande publique s'est matérialisée assez récemment par un plan national des achats durables. Alors c'est la troisième version, 2022-2025, avec des objectifs, 100% des contrats de la commande publique qui comprennent au moins une considération environnementale, 30% minimum des contrats comprennent au moins une considération sociale. Vous allez me dire, ce sont des objectifs, c'est bien, mais c'est mieux si les acheteurs les intègrent véritablement. La réalité, c'est une pratique avec un outil, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres, mais comme on en a parlé très récemment, je fais un petit point dessus, les spazeurs. Les acheteurs publics doivent mettre en place ce qu'on appelle un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est un document d'orientation et qui fixe des objectifs d'achat en matière sociale et écologique par le biais d'indicateurs précis. L'idée derrière tout ça, c'est de mobiliser les acheteurs et leurs services achats pour adopter une grande réflexion. Une grande réflexion, une remise en question de la pratique de l'achat, mais qui ne doit pas être simplement une charte des bonnes conduites, ça doit être un document qui fixe des indicateurs précis. Ce spazer, il doit être publié. Les indicateurs précis doivent être publiés tous les ans et les indicateurs visent, par exemple, le nombre de contrats ou le montant, les taux réels d'achat public responsable, les parts de clauses ou de critères relatifs à des considérations sociales ou environnementales, l'égalité homme-femme, l'inclusion, le respect d'exigences de performance environnementale. On va y revenir dans le détail. Ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience, elle est désormais très forte et le législateur a poussé et pousse encore et vient de pousser très récemment pour que cette prise en compte soit généralisée. Pourquoi généralisée? Parce que si vous êtes acheteur de l'État, si vous êtes un établissement public de l'État, vous n'étiez pas concerné jusqu'il y a très peu par la mise en place de ces documents Spazer. Désormais, avec la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, vous voyez que c'est très récent, tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique, tous, dont le montant des achats annuels est supérieur à 50 millions d'euros, doivent mettre en place un spazer. C'est un élargissement important. Seules les collectivités étaient concernées jusqu'à maintenant. Désormais, on ouvre cette obligation et donc le législateur pousse à une grande réflexion et nécessairement, on va le voir dans le cœur de notre formation ensuite, nécessairement, il va y avoir un impact sur les spécifications techniques qui vont être rédigées dans les marchés, dans le cadre de la définition du besoin. Nécessairement, il va y avoir un impact sur la rédaction des critères et sur l'exécution des marchés en matière de prise en compte des considérations sociales et environnementales. La loi industrie relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023 a également précisé les objectifs écologiques. Ils ont trait notamment aux émissions de gaz à effet de serre et à la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux. C'était des notions qui n'étaient pas présentes dans la législation qui s'appliquait jusqu'à maintenant aux collectivités. Et puis, le schéma ne concerne plus uniquement la promotion des achats responsables, mais aussi celle de la durabilité des produits et de la sobriété numérique. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en cours d'élaboration de tels documents. Il y a beaucoup de missions d'accompagnement pour mettre au point de tels documents. La démarche, elle est à la fois compliquée mais ambitieuse. Et ce sont des problématiques qui sont extrêmement intéressantes pour faire changer les pratiques au cœur des acheteurs publics. Donc la prise en compte, c'est notamment ces documents. La prise en compte, c'est
Plus concrètement, l'intégration dans le processus de passation d'un contrat de la commande publique de ces considérations sociales et environnementales. À différents stades, définition du besoin, attribution des contrats, exécution du marché. La définition du besoin, c'est dans quelle mesure, moi, acheteur public, je vais faire en sorte que les spécifications techniques, c'est-à-dire le cadre technique de référence dans lequel j'exprime concrètement mon besoin, CCTP. Dans quelle mesure les spécifications techniques vont prendre en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Désormais, c'est le code de la commande publique qui l'impose. Donc ces spécifications techniques doivent prendre en compte ces éléments. Définition de besoin d'une part, attribution du marché d'autre part. La question que l'acheteur public va se poser, c'est de quelle façon je vais évaluer les entreprises pour être certain que la réponse qui va être apportée par elles va correspondre à la définition de mon besoin qui intègre désormais des spécifications qui tiennent compte du développement durable. On va y revenir, c'est le cœur du sujet de ce webinaire, c'est juste après. Et puis enfin, vous avez la phase d'exécution. Les conditions d'exécution du marché peuvent elles aussi prendre en compte ces considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. Ce qui nous intéresse maintenant, et on va passer un petit peu plus de temps sur ce sujet, ce sont les critères, le critère RSE dans les appels d'offres. Alors, il y a du droit et puis il y a du bon sens. Pour ce qui est du droit, la prise en compte du développement durable au stade de l'analyse des offres va se faire par la mise en place d'un critère RSE. Alors, il faut vous dire les choses très clairement. Aujourd'hui, l'offre économiquement la plus avantageuse, peut être déterminée sur le fondement d'un ou plusieurs critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Souvent, on a la question suivante, est-ce que moi, acheteur public, j'ai l'obligation de fixer un critère RSE? À ce jour, la réponse, elle est non. Pour autant, dès lors qu'on a mis en place un SPASER ou qu'on a adopté une logique d'achat responsable, on y reviendra, il est important qu'il y ait une cohérence entre la définition du besoin et la sélection de l'entreprise. Donc, la tendance qu'on voit dans les marchés publics, c'est d'insérer des critères RSE, lesquels sont d'ailleurs de pondérer de façon plus importante chaque jour. Ce n'est pas une obligation, mais demain, ça le sera. À compter d'août 2026, il sera obligatoire d'utiliser des spécifications techniques prenant en compte des objectifs de développement durable. C'est également la loi climat et résilience qui l'a prévu. Et il sera obligatoire de prévoir au moins un critère d'attribution du marché qui prendra en compte les caractéristiques environnementales des offres. Les acheteurs publics ne sont pas fous, ils ne vont pas attendre août 2026 pour le faire, et vous le voyez déjà, vous, entreprises, quand vous répondez à des marchés, il existe déjà des critères de performance environnementale qui sont mentionnés dans les marchés. Alors, heureusement, on ne peut pas tout faire, et la règle de droit vous impose un cadre. Ce cadre, il est guidé par un premier point, qui est que un critère, comme tout critère, mais un critère RSE notamment, ne doit pas être discriminatoire. Je vous donne un exemple sur le caractère discriminatoire d'un critère parce qu'il a fait beaucoup parler et on a souvent cette question, nous avocats, quand on a des acheteurs publics qui nous disent « moi j'aimerais bien », ou en tout cas la commande politique qui m'est passée, c'est que j'aimerais bien favoriser des entreprises locales. On nous dit et on nous rabâche qu'il faut faire travailler les petites entreprises, et c'est une réalité, et le politique qui souhaite favoriser ces entreprises-là
a sur le fond sans doute raison. La règle quand même que je vous ai dit tout à l'heure, c'était transparence des procédures, libre accès à la commande publique, égalité de traitement. Et sur un marché européen, la commande publique ne peut pas déroger à ces principes-là. Et donc, la prise en compte du développement durable dans le critère ne doit pas générer une discrimination des entreprises, lesquelles doivent toutes être traitées de la même façon et doivent toutes avoir accès à la commande publique. Donc, en matière de préférence locale, le juge administratif a toujours jugé que par principe, un critère de sélection des offres ou une clause de marché liée à l'implantation géographique d'une entreprise méconnaît ces principes, méconnaît le principe de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. Je vous renvoie, pour ceux qui sont du côté de Nantes, vers une décision du Conseil d'État de 2018. Heureusement, cette règle, on peut y déroger. Et il y a des exceptions. Vous allez me dire, oui, mais si je suis une entreprise de gardiennage et que je dois me rendre dans l'heure qui suit pour faire une intervention, il vaut mieux que mon établissement soit situé à côté du site que je dois garder plutôt qu'à l'autre bout de la France. Évidemment, il y a des exceptions qui doivent être justifiées par l'objet du marché. Un impératif de rapidité d'intervention qu'implique l'objet du marché, par exemple en matière d'entretien, de réparation d'un réseau informatique, pourrait justifier une présence locale. Le principe d'interdiction est cette dérogation stricte. L'idée derrière tout ça, quand on est acheteur public, c'est non pas de contourner la règle, mais de faire en sorte que des critères qu'on va prendre en compte dans l'achat responsable aboutissent à l'issue qu'on souhaite, c'est-à-dire de faire en sorte que des entreprises locales y répondent. Favoriser la prise en compte du développement des approvisionnements directs, par exemple, ou favoriser l'entreprise qui fait un effort de réduction de gaz à effet de serre dans son transport, va nécessairement avoir un impact sur le choix de l'entreprise, plutôt en faveur de l'entreprise qui sera proche du site que celle qui est très éloignée. Réduire le nombre d'intermédiaires, exiger en matière de denrées alimentaires des critères de fraîcheur et de saisonnalité va naturellement avoir un impact sur le choix de l'entreprise sans pour autant que vous ayez fixé un critère discriminatoire. Ça, c'est le premier cadre du critère RSE. Le deuxième cadre, qui était également important et qu'on retrouve pour tous les critères, c'est le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les acheteurs publics ne pourront pas vous demander à vous, entreprise, de présenter la politique générale de votre entreprise en matière RSE. En tout cas, elle pourra le faire si elle le souhaite, mais elle ne pourra pas juger votre offre sur la base de cette politique générale. Il a fallu attendre 2018 pour que le Conseil d'État, dans un considérant de principe, c'est une décision qui est publiée, donc qui fait autorité, à propos d'une affaire de Nantes Métropole. On salue les Nantais s'il y en a dans l'assistance aujourd'hui. Ça a fait évoluer le droit. Nantes avait pris l'initiative de fixer un critère RSE tenant compte de nombreux sous-critères liés à la protection de l'environnement, aux aspects sociaux, à la performance économique durable, à la gouvernance, au diagnostic RSE, au respect des fournisseurs, etc., etc. Il y avait toute une liste qui était énumérée et le Conseil d'État dit en substance qu'il suffit de lire cette énumération pour se convaincre qu'un tel critère était relatif à la politique générale de l'entreprise et n'était pas suffisamment lié à l'objet du marché. Le point qui est cardinal dans cette réflexion sur le régime juridique du critère RSE, lorsque je suis acheteur public, c'est de me dire en quoi ce critère-là est déterminant et en lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Je ne peux pas demander à l'entreprise qu'elle me présente sa politique, en tout cas, je ne peux pas analyser son offre au regard de sa politique générale. Je vais devoir l'interroger sur la plus-value qu'elle présente en matière de développement durable au regard de l'exécution du marché. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas déroger. Une fois qu'on a fixé ce critère juridique, c'est-à-dire un critère RSE qui ne peut pas être discriminatoire, un critère RSE qui doit être en lien avec l'objet du marché et ses conditions d'exécution,
vous allez me dire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme considération environnementale, comme considération sociale, et quels sont les exemples de critères qu'on peut mettre en œuvre. En matière de considération environnementale, l'objectif derrière tout ça, encore une fois, c'est de réduire les prélèvements de ressources naturelles, préserver la biodiversité, encourager la sobriété, limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. En pratique, vous allez pouvoir mettre en œuvre, vous acheteurs publics, des clauses, des spécifications techniques, voire des critères, s'ils sont liés à l'objet du marché et s'ils ne sont pas discriminatoires, en matière de sobriété énergétique, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants. En matière d'économie circulaire, vous pourrez vous intéresser à la question de l'allongement de la durée de vie, à la réparabilité des produits, à la question du réemploi dans les marchés de travaux par exemple, à la question des emballages, à la question de la valorisation des déchets, au recours aux écolabels, nous y reviendrons, à l'exclusion de certains produits qui sont issus de la déforestation par exemple, ou encore à la suppression des produits en plastique à usage unique. Ça, ce sont évidemment de simples exemples pour vous donner un petit peu de matière, mais je n'ai pas le doute que pour ceux qui travaillent pleinement sur ces questions-là, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. En matière de considération sociale dans les marchés publics, l'idée derrière tout ça, c'est de promouvoir le progrès social, lutter contre les exclusions. Ici encore, sans vouloir faire une liste à la Prévert, les clauses des marchés, les critères pourraient, le cas échéant, prévoir de quelle façon l'entreprise favorise l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Dans quelle mesure l'accessibilité des biens et des services se fait pour favoriser certains types de personnes, comment les luttes contre les discriminations sont prises en compte par l'entreprise, comment la promotion de l'égalité homme-femme est intégrée, est-ce qu'il y a un respect des exigences éthiques, est-ce que la performance dans la protection ou la formation des salariés est assurée. Encore une fois, l'idée de ces considérations environnementales et sociales doivent être liées à l'objet du marché. Quelques exemples de critères. Si vous êtes intéressé par les marchés des cantines scolaires ou des denrées alimentaires plus généralement, vous avez généralement des performances en matière d'approvisionnement. On va regarder le transport, par exemple, du début jusqu'à la fin. On peut regarder la provenance des produits, on peut regarder les garanties de rémunération équitable du producteur, puisqu'on sait que dorénavant, avec la loi Egalim, le commerce équitable peut être un élément qui est pris en compte et doit être pour certains marchés un élément pris en compte dans la fixation du besoin et l'attribution du marché. En matière de travaux, vous avez une multitude d'exemples, mais l'insertion sociale est souvent un critère qui est utilisé parce qu'on peut déterminer dans quelle mesure les travaux qui sont réalisés favorisent l'insertion professionnelle de certaines personnes. En matière de réemploi des matériaux, de valorisation des déchets, ce sont des critères qu'on trouve généralement en matière de RSE. Je donne l'exemple ici de la fourniture de matériel informatique, matériel bureautique. En matière de conception, on peut demander quelles sont les démarches qui ont été prises par l'entreprise pour réduire les impacts environnementaux des procédés d'extraction minière auxquels les fournisseurs ont recours. C'est ce que je vous disais au début de ce webinaire. Interrogez-vous non seulement sur ce que vous faites dans votre entreprise, mais interrogez également les pratiques de vos fournisseurs. C'est important. Et l'achat responsable, l'achat public responsable va être de plus en plus attentif à ces éléments-là. Est-ce que le produit est écolabellisé, c'est-à-dire est-ce qu'il apporte une garantie par un organisme indépendant qu'il répond à certains critères? Quelle est la proportion du matériel issu du reconditionnement? En matière d'emballage, quelle est la nature de l'emballage? Est-ce que c'est un emballage recyclé? Est-ce que c'est du recyclable? Est-ce qu'il est issu de forêts gérées durablement? Oui, non. L'acheteur public responsable va de plus vous demander et peut exiger dans certains cas des labels et notamment des vérifications sur ce type de questions. En matière de transport, les chauffeurs que vous utilisez pour livrer le matériel informatique dans les classes, a-t-il été formé à l'éco-conduite? Quelle est la performance environnementale des flottes qui sont utilisées pour livrer le matériel? Quel est le mode de transport depuis le site de fabrication jusqu'au site de livraison? Toutes ces considérations-là vont progressivement être intégrées par les acheteurs publics. Solution d'impression, j'arrête là, hein, c'est le dernier exemple.
Quelle est la consommation énergétique en matière de conception du produit? Quel est le niveau sonore? Quel est le pourcentage de plastique de l'équipement? En matière d'emballage, on peut se poser les mêmes questions que précédemment et en matière de transport également. Vous voyez là qu'on rentre dans une phase concrète. Nous avions jusqu'à maintenant des grands développements et des grandes idées, et le juge administratif a depuis plusieurs années régulièrement censuré des critères RSE qui étaient beaucoup trop généraux. On demandait les politiques générales de l'entreprise et on ne s'intéressait pas concrètement à l'impact sur l'exécution du marché. C'était le grand défaut. Dorénavant, les acheteurs publics sont sensibles à ces questions-là, ils sont de plus en plus formés, ils sont compétents en la matière, et vous voyez sortir des cahiers des charges très bien rédigés, avec des critères très bien rédigés, qui vont vous pousser, si vous souhaitez répondre à ces marchés, et surtout si vous souhaitez les gagner, qui vont vous pousser à changer vos pratiques. Et on en vient à ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est comment valoriser vos réponses aux critères RSE. Et on répondra ensuite à toutes vos questions sur ce sujet-là. Valoriser votre réponse sur le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, pour moi, c'est répondre à 3 points. Le premier, c'est anticiper. On va se placer sur le point de vue de l'acheteur et sur le point de vue de l'entreprise. Ensuite, c'est comprendre le critère RSE. Et enfin, c'est répondre. Et vous voyez qu'on ne part pas tout de suite sur la question de la réponse aux critères RSE. Avant d'y répondre, il va falloir réfléchir un petit peu sur sa propre pratique et anticiper. Anticiper d'abord. Anticiper du point de vue de l'acheteur. Certains d'entre vous ont déjà pratiqué le sourcing. Le sourcing, c'est à ne pas confondre avec la commande publique elle-même. C'est une pratique qui précède l'acte d'achat, qui permet, pour bien définir le besoin, de mieux connaître le marché et d'aller sonder le marché dans le respect des règles de la commande publique qui s'appliqueront demain, c'est-à-dire que toutes les informations que je vais obtenir dans le cadre du sourcing devront naturellement être portées à la connaissance de tous dans le cadre de la publicité et de la mise en concurrence qui suivra ce processus de sourcing. Le processus de sourcing, il a une très grande vertu, c'est qu'il permet d'aller voir toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas forcément équipées pour répondre à tous les marchés, qui n'ont pas forcément les moyens financiers et en personnel pour préparer des offres et qui ne sont pas des grandes entreprises qui peuvent répondre et qui ont la structuration pour répondre au marché. L'acheteur public qui va aller sur le terrain pour comprendre le marché, c'est une solution vraiment à saisir pour les acteurs de l'économie territoriale, notamment les TPE, les PME et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ils sont des partenaires de premier ordre dans le cadre des achats socialement responsables et il me semble que le sourcing fait partie de ces outils-là qui doivent leur permettre d'être encore un petit peu plus intéressés à la commande publique, de la même façon que l'allotissement des marchés est un outil qui permet à ces entreprises de répondre à la commande publique. Toujours du point de vue de l'acheteur, anticiper une commande responsable et durable, c'est s'appuyer, le cas échéant, sur des labels. Un label, je rappelle que c'est un document, c'est une certification qui est accordée par un organisme indépendant, qui doit nécessairement être lié à l'objet du marché, mais qui va permettre à l'acheteur de s'assurer, c'est une sorte de moyen de preuve, que les réponses qui sont apportées par vous, entreprise, sont cohérentes et précisément sont adaptées aux exigences qui ont été fixées dans les documents de la consultation. Et ça leur permet de contrôler la conformité des offres dans le strict respect de l'égalité de traitement. Un point qui est extrêmement important et qui va aider à la fois l'acheteur pour analyser les offres et l'entreprise pour répondre à la consultation, c'est le cadre de réponse. On a l'habitude, enfin on a plutôt eu l'habitude dans le passé de laisser les entreprises rédiger librement leur fameux mémoire technique, mémoire méthodologique. Le cadre
de mémoire technique qui est imposé, il a une très grande vertu, c'est qu'il permet une meilleure analyse des offres, il permet de s'assurer que le strict respect d'égalité de traitement est respecté, et puis il permet à l'entreprise de s'insérer dans un cadre, et c'est extrêmement important parce que on sait où on va. Et répondre à un marché public, on va y venir sur la slide d'après, c'est répondre précisément aux besoins, ce n'est pas, répondre de manière générale et envoyer un mémoire technique standardisé qu'on pourrait envoyer à toutes les réponses, à tous les appels d'offres qui sont lancés par des acheteurs publics. Moi, j'incite vraiment les acheteurs à préparer, y compris sur le critère RSE, un cadre de mémoire dédié à cette problématique-là, où vous exposez clairement ce que vous attendez des entreprises. Ça vous aidera à faire un travail pour justifier que les critères ou les sous-critères que vous rédigez en matière de RSE sont vraiment liés à l'objet du marché. Vous allez devoir vous poser cette question. Vous assurer que les critères ne sont pas discriminatoires et ça vous fera gagner un temps fou pour les réponses, pour l'analyse des offres des candidats. De la même façon, on attend toujours des acheteurs que les clauses et notamment les critères soient précis, parce qu'un critère qui n'est pas précis laisse nécessairement une certaine liberté discrétionnaire à l'acheteur lorsqu'il va analyser les offres, et ça suscite des questions sur le respect de l'égalité de traitement entre les candidats. Donc des critères qui doivent être précis, non discriminatoires et liés à l'objet du marché, de la même façon que l'acheteur pourra privilégier dans le cadre de la pondération des critères, certains critères par rapport à d'autres, et il devra être attentif à ce que la pondération d'un critère ne soit pas de nature à mettre de côté certaines entreprises qui ne seront pas capables de répondre compte tenu de la pondération. Du point de vue de l'entreprise, évidemment, certaines entreprises sont plus en avance que d'autres. Il y a des grandes entreprises qui ont déjà des stratégies RSE parfaitement huilées, tout roule, ils ont des stratégies. Ils ont des plans d'action, ils ont des chartes, ils sont certifiés, ils sont labellisés, ils sont tout ce que vous voulez, et c'est très bien. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc, pour ces entreprises-là, le vrai enjeu dans la réponse à l'appel d'offres, c'est pas de tout balancer à l'acheteur public, qui est de plus en plus habitué à voir des entreprises qui se sont mis au niveau des attentes exigées dans les appels d'offres. C'est de faire en sorte de présenter cette stratégie d'entreprise, ces plans d'action RSE, c'est de les présenter pour démontrer en quoi ils répondent précisément à l'objet du marché. Je vous ai dit que balancer une politique RSE de l'entreprise en réponse à un appel d'offres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pas tout à fait. Vous allez quand même montrer votre vrai visage à l'acheteur public. Mais dans la notation du critère, là on est vraiment en réponse à la question de savoir comment valoriser votre réponse aux critères RSE. Pour valoriser, il faut coller précisément à la demande de l'acheteur. Donc, si vous avez cette démarche-là, qui est déjà en place, vous allez piocher dans les éléments de votre politique RSE pour être certain que ça colle aux exigences de l'acheteur public. Dans la mesure du possible, pour les autres entreprises qui ne sont pas encore concernées par ces politiques RSE, qui n'ont pas forcément les moyens de les mettre en place, la question que vous allez me poser, c'est mais puis-je quand même répondre à la consultation? Est-ce que je vais être sanctionné parce que je n'ai rien? Vous n'avez rarement rien en réalité. Si vous faites un petit travail d'analyse sur les pratiques de votre entreprise, vous allez voir que vous avez peut-être déjà mis en place une politique de traitement des déchets. Vous l'avez simplement pas formalisé dans une charte ou dans un plan. Vous avez peut-être des consommations d'énergie qui sont exclusivement de l'énergie verte. Vous avez peut-être des pratiques de qualité de vie au travail qui n'ont pas été formalisées, mais qui existent bel et bien. Je vous invite, pour vous, petites entreprises qui n'avaient pas forcément les moyens de faire labelliser vos produits, qui n'avaient pas forcément les moyens ou le temps d'obtenir des certifications. Évidemment, vous pouvez répondre, et heureusement. L'acheteur public ne peut pas vous censurer au seul motif que vous n'avez pas ces standards-là, sauf s'il a exigé un label en particulier et qu'il l'a vraiment justifié par rapport à l'objet du marché. Mais si vous n'avez rien, un, vous pouvez répondre évidemment. Deux, je vous invite à faire en sorte d'expliquer. Donc, anticiper du point de vue de l'entreprise qui, à ce jour, n'a rien fait, c'est
faites des efforts parce que si vous voulez continuer à répondre au marché public, les considérations sociales et environnementales vont être de plus en plus prises en compte. Vous l'avez bien compris, j'espère. Donc, commencez à mettre en place ce travail. Dans la mesure du possible, rédigez, couchez sur le papier des éléments qui vont être de nature à présenter les mesures qui sont adoptées par vos entreprises et vous serez noté. Vous avez le droit de répondre, vous serez noté, vous ne serez pas forcément pénalisé parce que vous n'avez pas un label, sauf s'il est obligatoire. Vous pouvez, par tout équivalent, apporter les justificatifs de preuve qui montrent que vous arrivez à la même fin. Donc c'est extrêmement important. Ça, c'est la phase amont. Faites le nécessaire pour vous présenter et pour anticiper les marchés à venir parce que ces considérations-là vont encore augmenter. Une fois qu'on a passé le stade de l'anticipation, lorsque je télécharge mon DCE, que je lis les spécifications techniques, que je lis dans le règlement de consultation les différents critères, il faut identifier le critère RSE. Le but, c'est de comprendre le besoin de l'acheteur, comprendre le critère RSE. Je pense que tous les acheteurs publics qui sont dans ce webinaire n'attendent qu'une seule chose de l'entreprise, c'est qu'elle comprenne exactement son besoin. Alors, vous allez me dire, si le besoin il est mal écrit, on ne peut pas y répondre. Oui, certes. On va partir du postulat que nous avons des bons acheteurs publics responsables et que les spécifications techniques, les clauses en matière environnementale et sociale sont bien rédigées, que les attentes, le besoin du pouvoir adjudicateur, il est parfaitement rédigé et notamment le critère de performance sociale, environnementale, le critère RSE. Votre question quand même, parce qu'on tombe sur des marchés, soit parce qu'ils sont complexes, soit parce qu'ils ont été mal rédigés, vous devez vous poser la question, vous entreprise, de quel est ce critère? Je l'identifie. Est-ce qu'il est régulier? Vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir votre avocat. Vous pouvez vous dire, est-ce qu'il est vraiment lié à l'objet du marché? Est-ce qu'on demande ma politique générale d'entreprise ou est-ce qu'on demande, dans le cadre de la construction du chantier, quel est le nombre d'heures qui va être dédié à du travail de personnel en situation de handicap, ou est-ce qu'on m'interroge sur le réemploi des matériaux, est-ce qu'on m'interroge sur l'emballage des produits qui vont être livrés, etc. Donc, est-il vraiment lié à l'objet du marché? Est-il discriminatoire? Est-ce que moi, entreprise, je peux répondre? Est-ce que j'ai accès à cette commande publique? Si je n'y ai pas accès, il faut s'interroger sur le caractère discriminatoire du RSE. Et donc, en fonction de votre première analyse, en fonction de votre compréhension de ce critère-là, vous devez interroger l'acheteur si ce n'est pas clair. Ça va vous servir et vous faites un travail pour les autres entreprises, ça va servir toutes les autres entreprises. Ayez l'habitude de poser des questions sur les plateformes dématérialisées des acheteurs, posez-leur des questions et les acheteurs vous répondront. Demandez un délai supplémentaire si nécessaire. On va un petit peu loin là dans la compréhension, mais si vous êtes dans le délai pour poser une question et que l'acheteur avait peut-être mal défini son critère et qu'il souhaite redéfinir son critère, nécessairement, il va devoir modifier, voire faire un avis de marché modificatif et apporter une précision sur ce critère RSE. Donc anticiper, comprendre le critère RSE, s'interroger sur sa régularité et ensuite y répondre. L'erreur grossière, vous aurez compris, c'est de copier-coller votre charte, d'expliquer des concepts généraux à l'acheteur public. Très bien, il va voir que vous êtes plutôt bon, mais il n'arrivera pas à comprendre dans quelle mesure les considérations sociales et environnementales sont précisément prises en compte au regard de l'objet du marché et au regard de ses conditions d'exécution. La bonne valorisation de votre politique RSE en réponse à un appel d'offres, c'est de vous insérer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre qui est dédié par l'acheteur pour formuler votre réponse, respectez strictement ce cadre. J'attire votre attention, vous, entreprise, sur les décisions très récentes de plusieurs juridictions administratives qui valident les exigences qui sont posées par les acheteurs publics en matière de forme des réponses. C'est-à-dire que si l'acheteur public vous impose de rédiger votre réponse sur 20 pages maximum en collant précisément aux critères et en vous insérant dans le cadre, le non-respect de cette exigence de forme est peut-être censuré par l'acheteur public. C'est-à-dire qu'il peut vous écarter comme étant une offre irrégulière, ne pas même vous classer
et le juge administratif valide tout cela. Et vous ne pourrez pas opposer le fait qu'il n'était pas suffisamment précis, qu'on ne savait pas si c'était du Calibri, du Arial ou du Times, s'il fallait écrire en police 18, 12 ou 25. 20 pages maximum, c'est 20 pages maximum. 21 pages, votre offre peut être irrégulière. De la même façon que si vous déposez votre offre à midi 1 alors que l'heure limite était à midi, votre offre ne sera pas classée. Donc soyez vigilants, soyez exigeants. Et l'idée derrière tout ça, c'est de démontrer non pas que vous êtes la plus belle et la meilleure entreprise, c'est de démontrer que vous avez la plus belle et la meilleure offre. Dernier point avant de passer à vos questions, c'est en cas de rejet, que faire et essayer d'améliorer vos offres pour l'avenir. Si vous êtes sur des procédures adaptées, en deçà des seuils européens, généralement l'acheteur public vous communique des informations, mais il n'en a pas l'obligation. Il peut vous informer du simple rejet. Merci d'avoir participé à la consultation. Je suis au regret de vous informer que votre offre n'a pas été retenue. Dans ce cas-là, pour ces procédures adaptées, vous avez toujours la possibilité d'interroger l'acheteur public pour lui demander précisément les motifs de rejet de votre offre et il a un délai de 15 jours pour vous répondre. Concernant les procédures formalisées pour les plus gros marchés, les procédures d'appel d'offres par exemple, qui dépassent les seuils européens, il y a des règles qui s'appliquent à l'acheteur public. Il doit vous transmettre, dans le cadre de sa lettre de rejet, le nom de l'entreprise, le montant global de l'offre, les classements et les notes de l'attributaire et de votre entreprise. Ça vous permet d'avoir une idée des motifs de rejet de votre offre et ça vous permet, le cas échéant, de contester l'attribution du marché dans le délai de 11 jours qui est généralement laissé, de suspension de la signature du marché. Vous avez la possibilité de contester votre éviction. Voilà, si on se résume, la tendance, elle est indéniable. Les acheteurs publics sont désormais à jour et au fait et peuvent s'appuyer sur un cadre législatif qui est désormais en vigueur et qui est suffisant pour que dans la définition des besoins, dans la rédaction des critères et dans l'exécution du marché, les considérations sociales et environnementales soient prises en compte. Vous, entreprise, autant que possible, anticipez, rédigez des documents qui vont vous permettre de justifier vos pratiques dans cette matière-là, même si vous êtes des petites entreprises et que vous n'avez pas les labels ou les certifications ou les normes ISO, allez-y quand même. Vous ne pouvez pas être censuré pour ce seul motif-là. Dernier point, n'adressez pas aux acheteurs publics des considérations générales, répondez à son besoin. Répondre à une offre et notamment répondre aux critères RSE, c'est expliquer en quoi votre offre sera meilleure qu'une autre sur ce terrain-là et non pas en quoi votre entreprise est plus vertueuse sur le terrain du développement durable qu'une autre entreprise. Laurence, je vous laisse la main peut-être sur la partie questions-réponses, s'il y a des questions évidemment. Merci beaucoup, Maître Boiton. Effectivement, il y a beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tout ce matin. Mais voilà, vos questions seront de toute façon envoyées à Benjamin par la suite. Alors, j'ai essayé de regrouper un petit peu les questions dans des grandes masses, sachant que je pense que vous avez quand même répondu à un certain nombre d'entre elles, même partiellement. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions autour des critères RSE pour les petites entreprises et surtout pour les entreprises de services, notamment de services de prestations intellectuelles. On a cité la formation, on a cité l'audit, sachant que des toutes petites entreprises ne sont pas forcément soumises à Calliope, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de label. Quelles sont leurs chances par rapport à d'autres entreprises qui, elles, auraient un label mais je crois que vous l'avez dit, essayez quand même. Non, mais essayez quand même, mais surtout si l'acheteur public n'impose pas ce label. Le label, c'est pas forcément une obligation, elle n'est pas forcément imposée. S'il n'impose pas le label, l'entreprise peut répondre heureusement. L'acheteur a l'obligation d'examiner tous les modes de preuve. C'est le fameux ou équivalent parfois qu'on associe à une marque, mais c'est la même chose pour les certifications ou les labels. Vous pouvez répondre et vous serez analysé. Apportez les éléments justificatifs. En matière de prestation de services, je vais vous donner un exemple que je connais bien. Les cabinets d'avocats, plus généralement les cabinets de conseil, qui répondent à des appels d'offres comme moi, parce que l'acheteur public met encore en concurrence, même si désormais les règles ont un petit peu changé, mais met en concurrence les cabinets d'avocats. On nous demande, nous prestataires de services, qui allons proposer des prestations intellectuelles, quelle est notre politique RSE? Très bien, mais surtout, quelle va être votre pratique RSE dans l'exécution du marché?
Nous, on s'est interrogé au sein du cabinet d'avocats, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos équipes à l'interne, pour que les livrables qu'on imprime, pour que la consommation d'électricité qu'on consomme, pour que les déchets qu'on consomme, etc., dans quelle mesure ce tout a un impact sur le livrable qu'on va générer. Ben, en réalité, quand je vais sur formationachatpublic.com ou quand je vais sur un autre outil, j'utilise de l'électricité. Si elle est verte, c'est peut-être un plus que si elle n'est pas verte. Quand je vais, quand mes équipes vont se former à tel endroit, ben, si la pratique de déplacement des avocats du cabinet, c'est d'utiliser le train plutôt que la voiture, c'est un point qui est un plus par rapport à un autre cabinet d'avocats lorsqu'il va se rendre à une réunion chez son client. Si on met en œuvre cette politique-là, c'est un plus. Et l'acheteur responsable, y compris en prestation de services intellectuels, a le droit, et probablement s'il va un petit peu plus loin, doit se sentir obligé de prendre en compte des considérations sociales et environnementales. Oui, tout à fait. Et on a eu aussi 2 ou 3 questions sur est-ce que le critère égalité homme-femme peut Mm. être un critère inscrit par les acheteurs publics dans leur appel d'offres? Alors, vous allez toujours le prendre. Alors, je reviens toujours à la même chose. Non discriminatoire, lié à l'objet du marché. Hein. Ça, c'est le cadre général. Vous n'aurez jamais, en simple critère ou même en sous-critère, strict respect dans l'entreprise de l'égalité homme-femme. Ouais. L'acheteur public, il va devoir être plus fin. Il va devoir se dire en quoi ce principe-là, qui est un principe cardinal, moi, acheteur responsable, je peux l'imposer dans le cadre de l'exécution de marché. Pourquoi c'est important? Donc il va falloir qu'il l'écrive. Et la meilleure façon de le faire, s'il l'intègre en tant qu'élément pris en compte dans un sous-critère, par exemple, c'est d'expliquer dans le cadre dédié. J'expliquais tout à l'heure que ce serait bien que les acheteurs, de plus en plus, fixent le cadre de réponse. Et donc le cadre de réponse, non pas seulement sur la valeur technique, mais le cadre de réponse sur le critère RSE. Ce serait bien qu'elle explique dans quelle mesure elle considère que l'égalité homme-femme, pour l'exécution du marché public ou compte tenu de l'objet du marché public en question, est importante pour elle et est justifiée. Et donc, dans quelle mesure elle va plutôt valoriser les entreprises qui respectent ou qui vont au-delà de certains standards au détriment des autres. Là, d'accord. Alors, on a eu aussi beaucoup de questions et voilà, j'essaye de reformuler suffisamment clairement. On a à Oui. la fois des TPE, PME qui sont, elles, positionnées dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres en revendeur par rapport à un industriel. Donc, est-ce que là, les critères de la TPE, PME comptent ou est-ce exclusivement ceux de l'industriel qui comptent, ou les deux? Et puis, à l'inverse, je suis prestataire d'un fournisseur qui répond à des critères RSE, mais pas forcément moi. Ou fournisseur, est-ce que la provenance de mes matières premières, parfois fabrication à l'étranger non régie par les normes européennes, etc. Voilà, Hmm. quels sont les critères qui répondent lorsque un industriel, un fournisseur, voire différentes parties répondent à l'appel d'offres en même Ouais, temps? je vais essayer de faire simple. Je crois avoir apporté quelques éléments de réponse tout à l'heure. Moi, entreprise, je réponds. Donc, ce qui est demandé par l'acheteur public, c'est moi, entreprise, c'est ma réponse à appel d'offres. Hein. Donc, c'est mon mémoire. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets dedans ce que je fais moi en tant qu'entreprise. Et ce que je fais entreprise, c'est est-ce que moi, je tiens compte dans le cadre de mes relations avec mes fournisseurs, mes transporteurs, mes prestataires, est-ce que je tiens compte de leurs propres considérations environnementales ou sociales? Est-ce que lorsque j'ai fait le choix de mon fournisseur, j'ai sélectionné l'entreprise qui avait plus de vertu par rapport à une autre sur ce terrain-là? Est-ce que quand je choisis mon transporteur qui va amener, je disais tout à l'heure, mes matériels d'impression à la collectivité, est-ce que lorsque je l'ai choisi, j'ai pris en compte sa flotte, la formation en éco-conduite du chauffeur? Et oui, alors je vais dire que j'ai mis en place ça. Mmh. Si je ne l'ai pas pris en compte, je ne vais pas dire c'est moi dans ma sélection, je vais dire l'entreprise qui vous livre, voilà ce qu'elle présente. Évidemment qu'il faut en tenir compte parce que c'est votre offre. Vous l'utilisez, cette entreprise, cet opérateur économique qui vient en Mmh. appui de la réponse à votre offre, elle est avec vous. Donc mettez-le en avant, évidemment.
Et puis, je vais prendre une dernière question, mais il est possible aussi que vous l'ayez évoqué, pardon. Est-ce qu'il y a un pourcentage minimum ou maximum qui est imposé pour la partie RSE des appels d'offres publics en termes de Non, poids? et heureusement. Non, et heureusement. Euh, Heureusement parce que c'est du cas par cas. Mettez-vous à la place d'un acheteur public, vous lui dites, vous devez imposer 30% sur le critère RSE. Déjà, il n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir un critère RSE, mais surtout, demain, il va réfléchir quel est, pour moi, acheteur sur ce marché-là, et il ne peut pas faire des généralités, sur ce marché-là, sur cet achat-là, quel est pour moi, dans le cadre de ma politique d'achat responsable, dans le cadre de mon spazer, etc., qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif, quelle est la tendance et peut-être quelle est la pondération que je vais affecter à ce critère. Donc non, pas de standard minimum, pas de règle imposée, heureusement, c'est du cas par cas et ça dépend de la politique menée par l'acheteur. Absolument. À ce jour, on est sur dans les standards, prix, valeur technique, parfois délai ou autre, puis RSE. Clairement, le RSE, il valide, pardon, il varie entre 5, 10, 15 On est sur ces ordres d'idées-là. Je ne crois pas me tromper et les entreprises qui sont là aujourd'hui doivent à peu près voir ça dans les DCE qui sortent. Bon, et puis c'est vrai qu'on a répondu là à beaucoup de questions posées par les entreprises soumissionnaires. Je vais quand même prendre une petite dernière, mais je connais la réponse parce que vous l'avez évoquée régulièrement. Donc, un acheteur nous demande, est-il possible d'indiquer un critère, entre guillemets, démarche RSE en lien avec les prestations de l'objet du marché, ce qui permettrait de laisser une marge de manœuvre aux candidats pour formuler leur réponse. Mais je crois que vous l'avez Surtout, suffisamment martelé. surtout, C'est ça beaucoup va trop laisser une large. trop grande, ça va laisser une Voilà, trop grande marge de manœuvre à l'acheteur et le juge va nous dire il n'est pas suffisamment précis. bien sûr. Vous vous êtes autorisé un pouvoir discrétionnaire qui va faire varier votre analyse entre les différents candidats et susceptible de porter atteinte à la transparence et à l'égalité de traitement entre les candidats. Donc non, je vous invite plutôt à mettre des sous-critères, à rédiger un cadre technique dans lequel les entreprises vont s'insérer, ce sera beaucoup plus précis et plus facile pour tout le monde. On l'aura bien compris. Mais en tout cas, Maître Boiton, je vous remercie encore infiniment pour cette intervention. Voilà, je vous remercie tous d'y avoir participé et je vous souhaite désormais un très bon appétit, une bonne fin de journée et un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire APC très prochainement. Bonne journée à tous. Merci, Maître Boiton. Merci Laurence, à bientôt. À bientôt. Au revoir.